Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de mon podcast, Du miel dans tes oreilles, bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler de la fibromyalgie, c'est une maladie qui est répandue mais peu connue, on ne sait pas forcément ce que ça représente, moi la première et pourtant j'en suis atteinte, donc j'ai fait quelques recherches et puis je vais vous expliquer tout ça du mieux que je peux et surtout vous expliquer bah, ma propre expérience avec la fibromyalgie. Déjà, il faut savoir que la fibromyalgie, c'est pas une maladie, c'est un syndrome, donc c'est un ensemble de symptômes. Comme le SOPK par exemple, le SOPK c'est un syndrome des ovaires polykystiques. C'est-à-dire que c'est pas une maladie à laquelle tu es positive à un test comme, je sais pas moi, la grippe par exemple. Là, en fait, c'est plusieurs symptômes qui réunis ensemble vont être un syndrome, donc soit le SOPK, soit la fibromyalgie. Aujourd'hui, on parle de la fibromyalgie. C'est un syndrome où il n'y a pas de lésion visible ou biologique spécifique, c'est-à-dire que tu peux avoir des douleurs articulaires, musculaires, ligamentaires, etc. Mais en fait, il n'y a rien. Littéralement, c'est horrible, mais c'est littéralement dans la tête. Donc moi, toutes les années où on m'a dit il y a rien, c'est dans votre tête, il y a rien, c'est dans votre tête, bah en fait c'était pas si faux que ça. Parce que j'ai beau avoir mal au corps, mon corps n'a rien. C'est-à-dire qu'avant de me diagnostiquer la fibromyalgie, on a fait des examens pour savoir pourquoi est-ce que j'avais mal aux genoux, aux hanches, au dos, aux épaules. J'ai fait des échographies, des radiographies, des antigraphies osseuses. Il n'y a aucune lésion. Je n'ai aucune articulation qui est abîmée, j'ai aucun os, aucun ligament, aucun tendon, aucun muscle qui est abîmé. Si tu fais des imageries de mon corps, tout va bien. Il n'y a rien qui va de travers, il n'y a rien qui est blessé, il n'y a rien de cassé, il n'y a rien d'altéré. Et c'est ça qui fait que la fibromyalgie est difficile à diagnostiquer et surtout difficile à comprendre et à soigner. Parce que quand tu te casses une jambe, bah on te remet la jambe en place, on te met un plâtre et on attend que ça passe. Là, vu qu'il n'y a pas de lésion physique à traiter, bah il n'y a pas de lésion physique à traiter. Et c'est très frustrant. C'est très frustrant, mais en même temps, tu te dis que bah même si j'ai mal au genou parfois, ou à la cheville, ou n'importe où, des fois j'ai des grosses douleurs, je me dis bah ok j'ai hyper mal, mais en soi je peux continuer à forcer, je vais pas me blesser. C'est pas comme quand t'as une entorse, si tu continues à marcher sur ton entorse, tu vas aggraver le truc. Là en soi, moi, faut juste que si j'y arrive, parfois c'est impossible, je peux passer au-dessus de la douleur, passer outre et continuer à faire ce que je dois faire. Je sais que je ne vais pas m'abîmer le corps. Ça veut pas dire que c'est pas plus douloureux. On va quand même dire que c'est une maladie parce que chiant d'utiliser le terme syndrome, maladie, ça va me venir beaucoup plus naturellement. Donc c'est une maladie qui touche majoritairement des femmes, environ 80%, et en général, ça apparaît entre 30 et 50 ans. Ce qui est peut-être pas un bon chiffre, hein, parce que moi j'ai commencé à avoir les premières douleurs avant la puberté ou pendant la puberté, enfin vraiment je sais pas si j'avais déjà mes règles quand j'ai eu les premières douleurs. Donc ça peut apparaître à tout âge, ça peut apparaître n'importe quand. Euh, et j'aimerais vraiment... C'est vraiment une maladie chronique. Il faudrait que je vous définisse ce qu'est une maladie chronique. Alors, définition de maladie chronique. Une maladie chronique, c'est une affection de longue durée qui évolue dans le temps et qui nécessite une prise en charge médicale continue. Elle n'a souvent pas de traitement curatif, mais des soins peuvent en améliorer les symptômes et la qualité de vie. Les maladies chroniques peuvent avoir des impacts physiques, psychologiques et sociaux importants car elles modifient durablement le quotidien des personnes touchées. Par exemple, comme maladie chronique, on a le diabète de type 1 ou 2, l'asthme, la polyarthrite rhumatoïde ou la maladie de Crohn, histoire que vous vous situiez un petit peu sur ce que ça représente une maladie chronique. Avant de continuer, j'ai fait la liste de ce qu'on trouve sur internet comme étant les symptômes de la fibromyalgie. Donc là, je les ai peut-être pas tous parce que vu que c'est une maladie chronique, c'est aussi une maladie qui est différente d'une personne à l'autre. On n'a pas tous les mêmes symptômes, on ressent pas tous les choses pareilles, on ne souffre pas de la même manière, tout comme dans le SOPK d'ailleurs, mais j'en parlerai. J'ai déjà fait l'épisode sur le SOPK ou il faut que je le fasse? Je ne sais pas. Je crois que je l'ai déjà fait. Mais dans tous les cas, il y a autant de malades qu'il y a d'aspects de la maladie. Alors, du coup, on va jouer au bingo et puis on va voir après combien j'en ai. Là, j'en ai listé 24. Douleurs chroniques diffuses. Donc pareil, douleurs chroniques diffuses, ça va être des douleurs qui sont constantes. Hein, chronique, ça revient tout le temps, ça a tendance à s'aggraver, ça ne se traite pas. Ça peut se limiter, à la limite faire calmer un peu la douleur, mais ça ne se soigne pas, ça peut être fluctuant. Et diffuse, bah, c'est vraiment littéralement quand on me demandait
Maintenant, je sais un peu mieux le définir, mais surtout que maintenant que j'ai un diagnostic, j'ai une étiquette qui me permet d'être prise au sérieux. Mais avant, quand on me demandait où est-ce que j'avais mal, bah je disais au médecin, j'ai mal partout. Et c'était compliqué pour le médecin. Le médecin, il me disait, non mais t'as mal où? Partout. J'ai des douleurs. Comment expliquer les douleurs? Par exemple, hier, j'ai eu mal à la hanche. J'avais l'impression, mais ça encore une fois c'est peut-être que pour moi, tu vois, donc vous peut-être que vous allez vous imaginer le truc et que ce sera pas représentatif. Mais moi je l'imagine parfois comme, vous voyez une Barbie. Euh, vous voyez les Barbies où il y avait un fil à l'intérieur pour tenir les articulations. Je sais pas si toutes les Barbies avaient ça, mais en gros tu pouvais arracher les articulations, genre les hanches, les épaules et tout, et il y avait un câble entre la hanche et le corps de la Barbie. J'ai littéralement l'impression que mon corps est fait comme ça et que le nœud, enfin le câble, il est emmêlé. Genre j'ai l'impression d'avoir un câble qui fait vraiment un bonhomme bâton dans mon corps, un fil de bonhomme bâton dans mon corps, qui part de mes orteils jusqu'à ma tête, dans mes bras, et c'est emmêlé. Et c'est ça qui est douloureux, c'est-à-dire que le câble à l'intérieur il est emmêlé. J'ai l'impression d'avoir la hanche qui est emmêlée, c'est à l'intérieur. J'ai pas mal à l'articulation, j'ai pas mal aux muscles, j'ai pas mal aux nerfs. La douleur, elle est dedans, comme s'il y avait un liquide, comme si mon corps était entièrement liquide et que la douleur, elle bullait. C'est vraiment très compliqué à expliquer parce que je peux pas t'expliquer la douleur de se casser un os par exemple, parce que le seul os que je me suis cassé c'est le petit orteil et j'ai pas trop de souvenirs de la douleur. Je peux pas t'expliquer la douleur d'un accouchement parce que j'ai jamais vécu. Et c'est hyper compliqué d'expliquer cette douleur là parce que je sais que c'est pas quelque chose de très courant ou de très logique. Mais c'est vraiment l'impression que mon corps n'est pas un corps comme il devrait l'être et que la douleur se situe pas là où elle devrait être. C'est-à-dire que des fois, quand je dis que j'ai mal à la hanche, j'ai mal dans j'ai mal dedans, j'ai mal dans le corps et comme si t'avais ouais des bulles, des fluctuations, des courants, ça monte, ça descend, c'est d'un coup c'est fulgurant et puis après c'est une douleur qui est sourde et qui reste longtemps et puis parfois c'est un mouvement, parfois c'est le fait de rester dans la même position trop longtemps. Euh, c'est hyper compliqué à expliquer et c'est ça qui est diffus, c'est que ça bouge tout le temps, ça change tout le temps, c'est pas stable comme douleur, c'est pas un pic, c'est pas une épine plantée quelque part que tu peux enlever. Et moi, vraiment, quand j'ai des douleurs aux articulations, notamment aux épaules, aux hanches, aux genoux, aux poignets, bah, aux articulations en fait, je vais pas toutes les faire, j'aimerais être une Barbie qu'on peut écarteler. Genre, j'aimerais qu'on me tire la jambe, qu'on tende le câble et qu'on le remette comme il faut. J'ai vraiment l'impression, j'en avais parlé à ma kiné, des fois quand j'ai mal, que la solution ce serait de m'écarteler. Alors, c'est pas forcément très parlant, il y en a peut-être qui vont se demander de quoi je parle, mais j'ai l'impression que si on tirait sur tous mes membres en même temps, ah, ça ferait sortir, je sais pas, que ça détendrait le truc, qu'il y a un trop plein dedans et qu'il faut libérer de l'espace. Je sais pas comment l'expliquer. Bref, donc douleur chronique diffuse, fatigue extrême, qu'on appelle aussi fatigue chronique, hein, qui peut être présente dans plein de maladies. Je connais très peu de maladies chroniques où il n'y a pas de fatigue chronique. Euh, je peux pas, j'ai pas de comparaison. C'est-à-dire que pour moi, être fatigué, c'est de la fatigue chronique. Mais quelqu'un qui est fatigué, par exemple, parce qu'il a pas, il a fait une mauvaise nuit ou que sais-je, c'est pas la même fatigue. Quand t'es très fatigué parce que t'as fait une nuit blanche ou parce que tu travailles trop, euh, t'arrives à passer outre, entre guillemets, je sais pas comment l'expliquer. La fatigue chronique, j'ai l'impression que c'est vraiment une autre sorte de fatigue. C'est-à-dire que j'ai déjà été fatiguée parce que j'avais fait une nuit blanche, parce que j'étais rentrée à 3 heures du mat de soirée, et c'est une fatigue, bon bah voilà, ça fait chier, t'as un peu la tête dans le cul, et puis t'es un peu mou quoi. Et il y a la fatigue. Et la fatigue vraiment où tu peux rien faire. Je veux dire, là il est 12h45, je me suis levée à 8 heures, j'ai promené les chiens, et depuis je suis sur le canapé et j'attends que ça parte. Genre, j'essaie de pas m'endormir parce que sinon je passe ma journée à dormir, mais tu peux rien faire, tu peux pas te lever, tu peux. T'es une larve. Littéralement, genre, j'ai l'impression d'être en hibernation, tu vois. Tu peux rien faire. T'es là, tout est fatigant, tout est dur. Se lever pour aller aux toilettes, c'est dur. Littéralement, ton corps n'a pas l'énergie nécessaire. T'es vraiment en panne de batterie, quoi. C'est pas juste, oh là là, le gros coup de mou, la flemme, je ferais bien une sieste. C'est juste, non, je peux pas. Le corps n'a plus d'énergie. Et là, j'ai ressenti un regain d'énergie. Je me suis dit, j'y vais, je vais enregistrer le podcast parce qu'il faut que je le fasse et sinon je le ferai jamais. Mais, tu vois ce que je veux dire?
Genre, je sais pas définir la fatigue chronique. Je sais pas ce qui différencie la fatigue chronique de la fatigue normale, mais moi, il y a des périodes où je pouvais dormir 20 heures sur 24. Une fois, j'avais dormi, je crois, 26 heures en 38 heures, quelque chose comme ça. Je pourrais dormir tout le temps, je pourrais dormir partout. Heureusement que j'aime bien dormir, hein. Après, il y a les troubles du sommeil. Donc les insomnies, les réveils fréquents, les sommeils non réparateurs. Le sommeil non réparateur, il peut avoir un lien avec la fatigue chronique. Peut-être que si tu dors mal, forcément t'es fatigué. Moi, j'ai pas de troubles du sommeil. Ça m'arrive de faire des... non, franchement, même les insomnies, c'est très rare. Mes seuls troubles du sommeil, c'est qu'effectivement, bah, je dors beaucoup, quoi. J'ai la chance de pas faire d'insomnie, je me réveille pas tant. J'ai pas l'impression d'avoir un sommeil qui est pas réparateur. Donc ça va. Ensuite, il y a les raideurs musculaires, surtout au réveil. Je sais pas comment définir les raideurs musculaires, mais au réveil, ouais, la sensation de se lever le matin et d'être un bâton, je l'ai bien, complètement. Beaucoup moins depuis que j'ai changé de matelas d'ailleurs. Hors sujet, mais vraiment, je vous en ai parlé en vidéo. Mon matelas, il me fait beaucoup de bien. Il est hyper ferme et il aide vachement. Euh, Raideur musculaire, ça va être vachement, moi, au niveau des côtes. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de muscles dans les côtes. Mais ça, c'est pareil. Genre, moi, il y a des parties de mon corps que j'ai besoin de faire craquer et ça craque pas. Genre, littéralement, mon sternum, genre, entre mes côtes, devant, des fois, j'ai envie de le faire craquer. Et là, c'est pareil, j'ai envie que Julien, il mette un genou dans mes côtes, derrière, entre mes omoplates, et qu'il me tire les bras. Et j'ai envie de faire péter ce qu'il y a devant, quoi. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui est coincé. C'est horrible. Je déteste quand ça me fait ça. C'est pas tout le temps. Ça arrive fréquemment, mais pas tout le temps. Je déteste cette sensation. Et ça, ouais, le matin, beaucoup de... Ah, tu vois, tu sens qu'il faut un peu... tu bouges un peu tout pour tout remettre bien, parce que sinon, si je me lève le matin pour aller aux toilettes, mes premiers pas, on dirait Robocop, tu vois. Et puis après, bon, ok, voilà, tu te délies un petit peu. Céphalée ou migraine fréquente, donc céphalée c'est des maux de tête, moi j'ai pas de souci avec ça. J'ai des maux de tête comme tout le monde a des maux de tête je pense, j'ai jamais fait de migraine, je fais pas de migraine ophtalmique ni rien, donc là-dessus j'ai du bol. J'ai souvent mal à la tête quand il fait froid, j'ai souvent mal à la tête quand, je sais pas, quand je suis fatiguée. J'ai pas l'impression d'avoir plus mal à la tête que quelqu'un d'autre et j'ai pas l'impression que ce soit la partie la plus handicapante de ce que je vis. Troubles de concentration et de la mémoire. Alors ça peut me tuer. Je vous jure. Euh, il faut savoir que j'ai de l'ego. Je pense que tout le monde a de l'ego, mais moi j'admets le fait que j'ai de l'ego. Euh, j'ai toujours été très bonne à l'école. J'ai toujours fait partie des personnes entre guillemets dites intelligentes, intello, machin, blablabla. J'ai jamais eu de difficulté à l'école, j'ai jamais eu de difficulté à m'exprimer à l'oral, j'ai jamais eu de difficulté à lire à l'oral, à voix haute. Et plus le temps passe, et plus je me sens devenir débile. Alors c'est pas vrai, je deviens pas débile, on est bien d'accord, mais moi c'est comme ça que je le ressens. Est arrivé un temps, je crois en terminale, où je n'étais plus capable de parler à voix haute, de lire des textes à voix haute comme on le fait en classe, hein, lire l'énoncé, machin, parce que je bégayais. Oh putain, je crois que ça a été un des pires trucs. J'ai détesté ça. Maintenant ça va mieux, mais on remarque quand je suis très fatiguée que j'ai une bien moins bonne élocution. Je parle un peu moins vite qu'avant parce que je prends beaucoup plus de temps à réfléchir, à me concentrer et à articuler. Avant, je parlais extrêmement vite avec beaucoup de facilité. Maintenant, les gens me disent souvent que j'ai une belle façon de parler, que je m'exprime bien. C'est un travail. C'est un travail qui s'est fait tout seul parce que bah, je travaillais dans la restauration, donc il fallait que je parle devant les clients, je pouvais pas me permettre de bégayer ou de chercher mes mots tout le temps. Donc c'est un travail que j'ai fait inconsciemment sur moi, mais je sais que je travaille. Je sais que c'est pas naturel. Là, quand je parle pour les podcasts, il y a une certaine demande mentale en plus. C'est pas tout seul, tu vois, il faut que je réfléchisse à comment je mets les mots, dans quel ordre, comment j'articule, et c'est fatigant. Mine de rien, c'est fatigant aussi. Ça se voit beaucoup moins. Maintenant, je pense que je peux lire à voix haute plus facilement qu'avant, parce que j'ai appris justement un peu à dompter ça. Mais j'avais des troubles de l'élocution qui étaient chiants, quoi. Alors qui étaient chiants pour moi parce que je me jugeais débile si j'étais pas capable de parler à voix haute.
tu vois. J'avais pas de gros troubles de l'élocution, j'avais pas de gros bégaiements, mais par contre, des trous de mémoire, je trouvais pas mes mots, je cherchais mes mots, je ripais sur mes mots, tu vois, tu te trompes dans tes phrases, etc. J'aimais pas ça, j'aimais pas ma façon de m'exprimer parce que c'était pas moi. Et les troubles de la mémoire, ça c'est le pire truc, hein. Tu me dis quelque chose aujourd'hui, demain j'ai oublié. Mais tu me dis quelque chose ce matin, ce soir j'ai oublié. Il y a des choses que je retiens très bien. Et bien sûr, la mémoire est sélective, on le sait, et je pense que mon cerveau fait le tri entre les informations que je reçois. Il y a des informations que mon cerveau va juger nécessaire de garder, et des informations que mon cerveau ne va pas juger nécessaire de garder. J'oublie des trucs, mais à la con. Mais ce qui est horrible, et là où je me sens très égocentrique, et je déteste ça, c'est que j'oublie énormément de choses sur les autres. Tu vas me dire, ah bah dans une semaine, je pars à tel endroit, je vais oublier. Tu vas me dire, ah bah là j'ai eu rendez-vous avec le médecin, je vais oublier, je vais te redemander, je vais te dire c'est quand que t'as rendez-vous avec le médecin. Tu vas me dire bah c'est fait, je te l'ai déjà dit. C'est chiant, c'est hyper chiant parce que tu passes pour quelqu'un d'égocentrique, qui se souvient pas, qui est... Ouais, qui est auto-centré quoi, enfin c'est très désagréable, donc j'essaye de faire gaffe avec ça aussi, mais maintenant je comprends ma grand-mère qui me disait à chaque fois, quand je lui disais, typiquement, Julien il part là, ah bah je vais le noter. Et je me disais, mais mamie, t'as pas besoin de le noter, enfin, on s'en fout. Et en fait, je pense que ma grand-mère, comme toutes les personnes âgées ou autres, savait qu'elle se souvenait pas de tout, et du coup, elle voulait noter. Et des fois, je me dis, mais il faudrait que je note. Genre, j'ai envie d'avoir un calendrier pour noter les trucs de mes proches. Pour que quand on me dise, là, j'ai rendez-vous, ah bah oui, c'est vrai, là, t'as rendez-vous, je vais le noter, parce que sinon, je vais oublier. Mais j'ai envie de savoir comment ça s'est passé ton rendez-vous, tu vois. Et c'est hyper chiant. Bon après bien sûr hein, j'oublie où est-ce que j'ai rangé mes lunettes, j'oublie qu'est-ce que j'ai prévu aujourd'hui, donc je note énormément, mais j'oublie. Les troubles de la mémoire c'est pareil, j'avais pas ça avant. Et maintenant bah c'est apparu et c'est très très chiant. L'hypersensibilité sensorielle au bruit, à la lumière, aux odeurs ou au toucher, ça va, sauf quand je suis en crise. C'est-à-dire que les crises, c'est vraiment des périodes où tout est décuplé. C'est-à-dire que je vais avoir beaucoup plus mal, je vais être beaucoup plus fatiguée, je vais avoir beaucoup plus de troubles de l'élocution, et je vais pas supporter le moindre bruit, je vais pas supporter la lumière, je vais pas supporter les interactions. Tout me dégoûte, les odeurs, ça me donne envie de vomir. Si t'écoutes une vidéo à côté de moi, ça va m'énerver parce que trop, 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 vraiment. C'est rare, c'est vraiment quand je suis en crise, mais je ne supporte rien quand je suis en crise. Il faut que je sois dans le noir, dans mon lit, en boule, que personne n'interagisse avec moi et que je ne t'entende pas faire des trucs, que je ne te sente pas faire des trucs. C'est très chiant. C'est très chiant parce que c'est vraiment... tu t'isoles carrément, mais j'ai de la chance que ce soit rare. L'anxiété et ou la dépression liée à la maladie et à l'errance médicale, moi j'ai de la chance, j'ai jamais eu de dépression, ou du moins ça n'a jamais été diagnostiqué. Je suis pas particulièrement anxieuse, voilà. Ensuite, on a le syndrome de l'intestin irritable, douleur abdominale, ballonnement, diarrhée, constipation. J'ai été diagnostiquée aussi du syndrome de l'intestin irritable, de la colopathie fonctionnelle. Et d'ailleurs, ça fait 5 minutes que j'ai le ventre qui gargouille et que j'ai mal au ventre. Je sens que vraiment il se passe un truc dans mon bide. Mais je suis en plein en train de parler, je ne veux pas aller aux toilettes, mais il faut que j'aille aux toilettes. Donc je vais profiter je vais éternuer, de ce symptôme pour vous dire que bah oui, ça, le syndrome de l'intestin irritable, j'ai, et je vais faire une pause caca. Je suis de retour. Bon, vous savez pas que je suis partie 30 minutes, mais je vous le dis. Du coup, ouais, syndrome du côlon irritable, bah, il y a plein de choses que je digère pas. Quand j'ai besoin de faire caca, j'ai besoin de faire caca. Il n'y a pas de « Ouh là là, ça me fait un peu mal au ventre ». Non, ça te tord le bide. Voilà, hein, je vais pas passer 15 ans sur des histoires de caca, parce que j'ai de la chance, j'en souffre pas énormément. Voilà, je souffre de diarrhée, de douleurs, surtout liées au stress. Quand je suis stressée, j'ai mal au ventre et j'ai besoin de faire caca. Y a plein de choses que je digère pas, mais en soi, maintenant que j'ai un régime alimentaire adapté, que j'ai limité le stress et que je m'écoute, ça va un peu mieux là-dessus. Là, typiquement, le lait au petit-déj, c'était pas une bonne idée. Syndrome des... Pardon. Oh, ça restera au montage, de toute façon, si t'as écouté les 19 premières minutes, t'es plus à ça près. Syndrome des jambes sans repos. Ça, c'est typiquement ce qu'on appelle des jambes lourdes. Ça m'arrivait beaucoup, beaucoup, beaucoup à une époque. Ça m'arrive moins maintenant. C'est vrai que ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. À une époque, j'avais vraiment la sensation d'être écrasée. Quand je me couchais, quand j'essayais de dormir, j'avais l'impression que mes jambes étaient dans un étau et qu'on était en train de me compresser les jambes à partir des hanches. Vraiment, c'était horrible. C'est vrai que ça fait longtemps que ça me l'a pas fait, ça. Bon, écoutez, on va pas se plaindre.
Fourmillement ou engourdissement dans les extrémités. Alors là, c'est pareil, je ne sais pas qu'est-ce qui est la bonne dose de fourmillement, tu vois. Je sais que quand on est allongé sur son bras, quand on se réveille, on a des fourmis dans le bras. Je sais que quand on reste trop longtemps au WC, on a des fourmis dans les jambes. Est-ce que j'ai des fourmis de manière normale ou est-ce que j'ai des fourmis de manière pathologique? Je ne sais pas, mais j'ai des fourmis très 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 facilement. Tenir mon téléphone, ça me fait des fourmillements. Être assise dans la même position, ça me fait des fourmillements. Des fois, Saga dort sur mon bras. Même pas sur mon bras, elle pose sa tête sur ma main et j'ai des fourmillements dans les doigts, tu vois. Donc je sais que j'ai beaucoup de fourmillements et d'engourdissements dans les doigts surtout. C'est pas le pire truc, c'est chiant parce qu'il faut tout le temps changer de position, il faut tout le temps faire attention à pas voilà trop porter le téléphone. C'est pour ça d'ailleurs que je suis passée à la liseuse parce que porter un livre c'est trop lourd. C'est trop lourd, ça fait trop mal aux doigts, ça fait trop mal aux poignets. Donc c'est pour ça que moi je suis passée sur la liseuse. Il y en a beaucoup qui critiquent la liseuse, mais mine de rien en étant handicapée, bah, la liseuse c'est beaucoup plus léger qu'un livre, donc c'est beaucoup plus confortable pour moi. Ensuite, il y a des sensations de gonflement sans gonflement visible, ça j'ai jamais eu. Douleur menstruelle accrue, bah moi j'ai pas de règles, donc ça va. Intolérance à l'effort physique, épuisement après une activité minime, ça dépend. Ça dépend des périodes. Il y a des périodes où je peux faire voilà le sport sans aucun souci, et il y a des périodes où monter les escaliers c'est un calvaire. Ça c'est vraiment aléatoire, c'est comme le reste, des fois oui, des fois non, c'est pas trop. Vertige, trouble de l'équilibre. Vertige, non. Trouble de l'équilibre, oui. La dernière fois que j'ai été chez le médecin, elle s'est foutue de ma gueule parce que je lui ai dit que j'étais encore tombée et que je m'étais fait mal. Elle m'a dit, mais vous tombez beaucoup quand même, hein. Bah ouais, je tombe. Je vous jure, je tombe. Je peux pas descendre des escaliers sans regarder les marches. Je tombe, je trébuche, je me prends les pieds. J'ai un problème de proprioception, c'est terrible. Et ça, je sais pas si c'est vraiment par rapport à la fibro ou si ça peut être une dyspraxie parce que j'ai aussi des gros problèmes d'orientation. J'ai aucun sens de l'orientation, mais ça va plus loin que ça. Je suis incapable de me représenter l'espace. Euh, C'est-à-dire qu'une route que je fais tous les jours, je vais prendre la route pour aller promener les chiens. J'ai 5 minutes de route hein, dans mon village. Si là je ferme les yeux, ok, je sais que là je descends, là je tourne, et là je sais plus. C'est-à-dire que je n'arrive pas à me faire le chemin mental pour aller à quelque part où je vais 2 fois par jour. Je sais pas me faire le chemin mental. Donc quand on me demande une route, en fait, je vois où je suis, je vois où je dois arriver, je vois genre la première étape de mon trajet, la dernière étape de mon trajet, mais entre les deux, je sais pas. Quand je rentre de l'impro, il y a plein de ronds-points. À chaque rond-point, je me dis ah c'est bon, là je tourne à droite. Et puis arrivé au rond-point, je fais merde, c'est pas du tout celui-là le rond-point où je tourne à droite en fait. C'est le rond-point d'après. Mais il y a combien de ronds-points sur cette route? Je sais pas. Je sais pas combien il y a de ronds-points sur la route. Je sais qu'il y en a plusieurs, mais à chaque rond-point que je passe, j'ai l'impression qu'il y en a plus qu'un derrière. Enfin bref, hyper chiant. Mais c'est pas grave, je me perds, c'est tout. Heureusement que le GPS existe. C'est pour ça que j'ai toujours mon GPS, même quand je sais où je vais. J'ai toujours mon GPS, même si j'ai l'habitude. Ce soir, je vais à l'impro. Ça fait 1 an et demi que je vais à l'impro toutes les semaines. Je mets mon GPS. Parce que je mets mon GPS, c'est tout. Douleur au niveau de la mâchoire, dysfonction de l'articulation temporomandibulaire. Je ne sais pas si j'ai une dysfonction de l'articulation temporomandibulaire, mais j'ai effectivement des douleurs au niveau de la mâchoire fréquemment. Pareil, c'est par période. Il y a des périodes où j'ai pas mal du tout, et il y a des périodes où j'ai très mal, où mâcher un bout de pain c'est douloureux, ou parler c'est douloureux. Il y a des périodes où je ne peux pas dormir sur le côté, parce qu'en fait, quand tu dors sur le côté, tu vois, ta tête elle est sur le coussin, et du coup ta mâchoire elle est un peu décalée, ça fait super mal. Ça fait super mal. Des fois, je peux pas sucer. Ah bah oui, on est cash ici. Mais c'est vrai, des fois, genre, j'adore sucer. Mais des fois, ça me fait trop mal. Et là, vu que j'en parle, j'ai l'impression que parler, ça me fait mal à la mâchoire. Là, j'ai l'impression d'avoir mal à la mâchoire, du coup. Enfin, j'ai mal à la mâchoire, après, voilà. Ça, c'est hyper chiant parce que des fois, quand tu manges, et vraiment, le pire, c'est pas quand je mange, c'est quand je dors. Ça m'est déjà arrivé, ça m'est arrivé quand à Noël, je crois. Ça m'a réveillée, ça m'empêchait de dormir. Genre vraiment, j'étais en pleurs tellement j'avais mal. Des fois, la douleur, elle est fulgurante. Et ça, c'est horrible parce que dans n'importe quel moment, d'un coup, la douleur, elle te prend, elle te tabasse la gueule. J'étais en pleurs, j'avais trop, trop mal. Ça fait un moment que ça me l'a pas fait. C'était la première fois que ça me le faisait autant d'ailleurs, mais là, c'était horrible. Je savais pas comment me mettre, j'arrivais pas à dormir. J'avais la mâchoire qui était un tout petit peu décalée. C'était horrible, la douleur, elle était affreuse.
Palpitations, sensation de battement cardiaque irrégulier, ça j'ai beaucoup pensé que je faisais de la tachycardie quand j'étais plus jeune. J'ai été voir un cardiologue, j'ai porté un holter pendant 24 heures, il n'y avait rien. Là je suis bien contente d'avoir la montre pour contrôler aussi, voir si effectivement j'ai des problèmes de rythme cardiaque, et en fait non, j'ai plus trop cette sensation, mais en même temps en ce moment ça va. Genre vraiment ça fait longtemps que j'ai pas fait une grosse crise. Mais sinon, effectivement, en période de grosse crise ou en période de moins bien, hein, quand ça peut être parce que l'effort physique il est intolérable, parce que j'ai trop de douleur ou que sais-je, j'ai l'impression que mon cœur il bat trop vite, trop fort, trop mal. Enfin, bon, un truc qui normalement ne se fait pas. Hypersensibilité au changement climatique, ça moi je le ressens pas. C'est quelque chose qui revient souvent chez les personnes qui souffrent de douleurs articulaires, c'est que l'humidité ça fait plus mal. J'ai pas l'impression d'avoir plus mal avec ou sans humidité, parce qu'effectivement l'humidité ça a un effet sur les gens qui ont de l'arthrose, de l'arthrite, qui ont eu des fractures, etc. Moi j'ai pas d'atteinte. Mes os sont en bonne santé, mes articulations sont en bonne santé, donc moi qu'il pleuve, qu'il neige, je le sens pas particulièrement. Sécheresse oculaire ou buccale, non. Quand je suis fatiguée, oui, je vais avoir les yeux secs, mais rien de particulier. Troubles urinaires, envie fréquente, douleur, bah moi après c'est plus un secret, je fais pipi tout le temps. Je ferais pipi toutes les heures, mais je crois qu'il y a des fois je fais pipi plus que toutes les heures, hein, vraiment, je fais pipi tout le temps. Je fais pipi tout le temps. Un jour, il faudrait que je compte combien de fois je fais pipi en une journée. Mais ce serait pas logique parce que je me contrôlerais, tu vois. Mais vraiment, je passe devant les chiottes, je vais faire pipi, quoi. Je fais pipi tout le temps. J'ai pas particulièrement de douleur. Hypoglycémie fonctionnelle, sensation de malaise malgré une glycémie normale. Ouais, peut-être. Bah, ça m'arrive d'avoir des sensations de ah, je me sens pas bien, faut que je m'allonge, sinon je vais tomber dans les pommes. Je sais pas. Difficulté respiratoire, souffle court sans cause cardiaque ou pulmonaire. Ça m'arrive d'avoir le souffle court, mais encore une fois, je fais 120 kilos et je fume comme un pompier depuis que j'ai 15 ans. Donc bon. Intolérance aux médicaments et aux produits chimiques, j'ai pas ressenti ça, je crois pas. Il y a des médicaments qui marchent pas sur moi, mais rien de fou. Syndrome prémenstruel plus marqué, bah encore une fois, tout ce qui touche aux menstruations, je sais pas. Parce que je suis pas forcément concernée. Moi, j'ai remarqué d'autres symptômes, mais moi j'ai plusieurs pathologies, donc j'ai le SOPK, la fibromyalgie, la thyroïdite d'Hashimoto, et il y a des symptômes qui sont conjoints, qui se mélangent, qui peuvent être sur les deux pathologies. Par exemple, moi ça m'arrive d'avoir des sensations de brûlure ou de froid, mais il n'y a rien. C'est-à-dire que des fois, c'est souvent au niveau des cuisses, je vais avoir l'impression d'avoir la cuisse gelée ou brûlante, comme si tu venais de poser des glaçons dessus. Je touche, je la sens froide, je sens que mon corps est froid, mais il est pas froid. Je sais pas comment dire. Bon, c'est des petits trucs. C'est pareil, c'est par moments. Ça va, ça vient, ça repart. C'est pas trop. Voilà. Bon, les symptômes principaux, ça reste les douleurs chroniques et diffuses, la fatigue intense, les troubles du sommeil, les troubles cognitifs, qu'on appelle fibrophog, le brouillard fibromyalgie. Je connaissais pas du tout cette appellation. Et l'hypersensibilité au bruit, à la lumière, aux odeurs. Et après, voilà, donc les céphalées, le syndrome de l'intestin irritable, les douleurs menstruelles, les sensations de gonflement, l'anxiété, la dépression, les jambes sans repos, les troubles vestibulaires, etc. etc. Comment est-ce qu'on diagnostique la fibromyalgie ? La fibromyalgie, comme je vous l'ai dit plus tôt, il n'y a pas d'atteinte physique. On peut te faire toutes les imageries possibles et inimaginables, on ne le verra pas. Donc en fait, la fibromyalgie, c'est un diagnostic d'exclusion. Il n'existe pas de test biologique ou d'imagerie capable de confirmer la fibromyalgie. Il suffit pas qu'on te dise fasse une prise de sang et hop, fibromyalgie positive ou fibromyalgie négative. Ça marche pas comme ça. Il faut d'abord éliminer d'autres pathologies. Donc il faut d'abord éliminer notamment la polyarthrite rhumatoïde, le lupus, la spondylarthrite ankylosante, l'hypothyroïdie, les carences, les maladies neuromusculaires, etc., etc. Quand on a éliminé toutes les autres causes possibles, et d'ailleurs c'est pareil avec le SOPK, il faut d'abord éliminer plein de choses avant d'être sûr que c'est le SOPK, on a un examen clinique. L'examen clinique, ça va être des douleurs diffuses depuis plus de 3 mois, avec atteinte des 4 quadrants du corps. Je ne sais pas ce qu'est un quadrant du corps. Peut-être tête, corps, membre, je sais pas. Bref, donc il faut que les douleurs soient là depuis plus de 3 mois et que ça touche globalement tout le corps. Il y a le questionnaire ou les critères de l'American College of Rheumatology. C'est un test, moi on me l'a fait quand j'avais 14 ans.
Alors oui, ça j'en ai pas parlé dans les symptômes, mais je crois que c'est un des pires symptômes, c'est les douleurs, là faut que je retrouve le nom, je vais chercher ça après. Euh, J'avais été voir une naturopathe qui m'a dit je pense que vous avez une fibromyalgie. Elle m'a allongée sur la table et elle m'a touchée à différents endroits et il fallait que je lui dise si ça me faisait mal ou pas. Et en fait, si jamais tu as des douleurs dans au moins 11 points sensibles sur les 18, ces points sont symétriques, nuque, trapèze, coude, genou, etc. etc. En fait, le praticien te touche et tu dois dire si t'as mal ou pas. Euh, S'il y a au moins 11 endroits où t'as mal sur les 18, ça peut être preuve de la fibromyalgie. Je sais plus comment ça s'appelle, attendez, faut que je retrouve le nom de ça, ça a un nom. Ah voilà, ça s'appelle l'allodynie. C'est quand une stimulation qui est normalement indolore, comme une caresse légère, un simple contact ou le frottement d'un vêtement, provoque une douleur anormale. C'est un symptôme fréquent dans la fibromyalgie, mais on peut aussi le retrouver dans certaines neuropathies ou après des traumatismes nerveux comme un zona. Et donc ça, typiquement, tu peux pas me toucher. Tu peux pas, genre, c'est horrible, mais on s'habitue. Mais moi, j'ai mis du temps à comprendre que c'était pas normal. Tu peux pas mettre ton doigt, tu peux pas, genre, m'appeler en mettant ton doigt sur mon bras. Je vais pas le faire en podcast parce que c'est trop long, mais ça m'arrive de le faire avec des amis quand je veux montrer. Si je me touche, par exemple, le biceps, là, je viens de le faire, j'ai mal. Là, j'ai encore mal. C'est-à-dire que je sais encore où est-ce que j'ai posé mon doigt et pourtant, j'ai pas appuyé fort, tu vois. J'ai appuyé comme si je voulais appeler quelqu'un. J'ai appuyé comme j'appuie sur la touche de mon clavier. Et là, je sens encore où est-ce que j'ai mal. J'ai encore mal. Et la douleur, elle se diffuse, elle se propage. Et ça, c'est horrible. Parce que le moindre contact, c'est-à-dire que quand toi, tu te cognes dans un mur, oh là là, c'est chiant de se cogner. Ça fait mal. Mais vraiment, ça fait mal. Là, j'ai encore mal. Et le pire, c'est que la douleur, elle revient. Ça part, ça revient, ça fait des vagues. Là, j'ai plus mal qu'au début. Et la douleur, elle peut rester, je sais pas moi, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, ça dépend. Mais là, j'ai encore mal à l'endroit où je m'étais touchée. C'est pour ça que je le ressens beaucoup au niveau des chaussures maintenant. Il y a plein de chaussures que je ne peux plus porter parce que la moindre douleur dans la chaussure, c'est ingérable. Et c'est pareil, c'est par vague. Il y a des périodes où je ne peux rien porter d'autre que des claquettes. Et il y a des périodes où j'arrive à remettre des talons et des sandales. Il y a des périodes où je ne vais pas supporter mon soutien-gorge. Alors que à d'autres moments, je peux porter mon soutien-gorge toute la journée sans avoir mal, tu vois. Les étiquettes des vêtements. Des fois, il suffit d'un fil qui dépasse et j'ai l'impression que ça m'arrache la peau, mais littéralement, et je rougis, hein, ma peau réagit, c'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé d'avoir un haut où il y avait un tout petit bout d'étiquette, mais même pas un bout d'étiquette, je sais pas, il y avait juste un petit truc dans le haut, je sais plus ce que c'était, j'avais coupé l'étiquette, il n'y avait plus rien, mais le fait qu'il y ait cette petite couture, je l'ai porté quoi? Je l'ai porté 20 minutes, ça me faisait mal, ça me grattait, ça me gênait, j'arrêtais pas de le tirer, de le remettre, j'arrivais pas, je l'ai enlevé, j'étais rouge, comme si je m'étais fait griffer littéralement une griffure, quoi, alors qu'il n'y a rien. Euh, Très très chiant. J'ai encore mal au bras, hein, au cas où il y en a qui se posent la question. Je sais encore où est-ce que j'ai posé mon doigt sur mon bras. Et donc c'est avec ça qu'ils vont savoir un peu si t'as des douleurs parce qu'ils appuient pas fort. Moi par exemple, tu peux pas me toucher les côtes. Ah, rien que la sensation de prendre un doigt dans les côtes là, quelle horreur! Les côtes, les épaules, les biceps. Ah, quel enfer! Genre, moi tu me fais pas un massage, hein. Les massages, c'est horrible. Y a des parties de mon corps, ça va, mais il y a des parties de mon corps, c'est horrible. Moi, mon mec, quand il me fait un massage, en fait, non. Tu vois, je suis là en mode, oh oui, fais-moi un massage, c'est trop bien. Non, non, arrête. Arrête, en fait, non. Non, c'est pas, c'est insupportable. Les massages du dos, c'est insupportable. Le crâne, les jambes, ça va. Le dos, les bras, oh là là, quel enfer. Quelle horreur, ça fait trop mal. Donc voilà, c'est comme ça qu'on diagnostique la fibromyalgie. En fait, on diagnostique pas, hein. On fait l'examen clinique, on regarde si jamais t'as des... J'ai toujours mal au bras, hein. Je précise parce qu'en fait, ça revient. Tu sais, ça fait des petites pulsations, donc ça me rappelle que j'ai mal au bras. Donc voilà, il y a les 11 points sensibles sur 18, donc il faut qu'il y ait au minimum 11 points où tu es mal sur les 18. Ensuite, il y a des grilles basées sur l'échelle de la douleur globale, la sévérité des symptômes, etc. etc. Mais c'est de l'éviction. C'est du, ok, bah t'as pas de lupus, t'as pas de polyarthrite rhumatoïde, bon bah c'est une maladie poubelle, hein. Moi, la rhumato, quand on m'a diagnostiqué, elle m'a fait faire la scintigraphie osseuse et elle m'a dit s'il y a rien à la scintigraphie osseuse, c'est une fibromyalgie. Je suis sortie de l'hôpital avec le résultat de la scintigraphie osseuse où c'était écrit que tout allait bien. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, toutes les larmes de mon corps. Ça a été horrible parce que du coup, je savais déjà le diagnostic, je savais déjà ce qu'elle allait me dire. Et je voulais pas ça, ça me convenait pas. Ça me convenait pas parce qu'en fait, il y a pas de... Il y a rien à faire.
Moi, la rhumato, quand je l'ai revue après, elle m'a dit, bon bah voilà, bonne journée. Elle m'a dit, je peux rien faire pour vous, prenez rendez-vous en centre antidouleur, et puis essayez le CBD, prenez des bains chauds. Elle m'a dit, je peux rien faire pour vous. Moi, elle me dit, moi je suis rhumatologue, hein, je soigne les problèmes de rhumatisme. Vous n'avez pas de rhumatisme, vous n'avez pas de problème articulaire, c'est neurologique en fait. C'est. Je sais pas. C'est très long, hein. En moyenne, c'est plusieurs années pour obtenir le diagnostic de la fibromyalgie. Alors, il y a des causes ou des hypothèses sur la fibromyalgie. La cause exacte, elle est inconnue. On ne sait pas qu'est-ce qui cause la fibromyalgie. Il y a plusieurs hypothèses. Le plus connu, ce serait un dysfonctionnement du système nerveux central. Donc en fait, ce serait une anomalie de la perception de la douleur et le cerveau amplifie les signaux douloureux. Littéralement, c'est dans ta tête. Donc quand je me fais mal quelque part, quand j'ai mal quelque part, il y a une petite voix dans ma tête en mode t'as rien. Tu n'as rien, t'as pas mal, tu t'es pas fait mal, mais t'as mal quand même. C'est horrible, je vous jure, parce qu'en plus t'es là en mode tu me casses les couilles. Pourquoi est-ce que je suis obligée de passer une journée entière à dormir parce que j'ai mal? Pourquoi tu me réveilles parce que j'ai mal? Parce que des fois la douleur te réveille pour rien. Je suis pas en train de me blesser. La douleur, normalement, c'est un signal d'alerte. La douleur, c'est un signal d'alerte pour te dire attention, t'es en train de te brûler. Attention, tu viens de te casser la jambe. Attention, tu viens de faire un truc dangereux. La douleur, c'est censé t'alerter sur un danger qui arrive à ton corps. Mais moi, il n'y a pas de danger, il arrive rien à mon corps. C'est terrible. C'est terrible d'avoir un corps qui crie au loup comme ça. Vraiment, c'est insupportable. Et du coup, des fois, j'ai peur de ne pas savoir si je me suis blessée. C'est-à-dire que si j'ai mal après une chute ou autre, je vais aller chez le médecin quand même et je vais lui dire je ne sais pas, parce que peut-être que la douleur est un signal d'alerte, me disant que je me suis fait une fracture, une entorse ou que sais-je, ou peut-être que c'est juste mon corps qui a décidé d'avoir mal, on ne sait pas trop pourquoi. Et du coup, les douleurs normales sont aggravées. C'est-à-dire que je tombe, je me fais une petite entorse qui se voit même pas à la radio parce que voilà, il n'y a rien du tout. Mais moi, ça va me faire mal pendant des mois. Enfin là, l'entorse que je me suis tapée cet été, ça a duré... Ouais, ça a bien duré jusque début décembre. Ça a duré presque 6 mois. Et il a fallu, c'est terrible parce que c'est là que tu vois que c'est un peu psychologique, il a fallu que je passe l'IRM, que l'IRM revienne négatif pour que 2 semaines après ça aille mieux. Pour que mon cerveau peut-être il se dise ah ok, non mais my bad, y a rien, c'est moi je croyais. C'est terrible, c'est insupportable parce que du coup des fois tu te dis mais j'ai mal pour rien. Et psychologiquement c'est dur. Psychologiquement, c'est dur de se dire j'ai mal pour rien parce qu'il y a des gens qui ont mal parce que malheureusement leur corps il fonctionne pas bien, ils ont des atteintes, tu vois, le corps il est malade, il est blessé. Moi mon corps il a rien. Vraiment, c'est juste mon système nerveux central il s'est dit hé, si on avait beaucoup plus mal que prévu. Mais non, j'ai pas envie d'avoir beaucoup plus mal que prévu, moi en fait, ça m'intéresse pas. Je ne sais pas ce que c'est qu'une douleur normale. Parce que moi, dès que j'ai une douleur, en général, elle est amplifiée. Donc en gros, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai plus mal au bras. Là, ça va. Ce serait que la moindre douleur, elle est amplifiée. Parfois, prendre la douche, c'est douloureux parce que l'eau qui tombe sur le corps, là, tu vois, porter ma tête, c'est douloureux. C'est horrible parce que ça vient comme ça, mais là, j'ai mal à la nuque et je sens que la seule chose qui me ferait du bien, c'est de m'enlever la tête. Genre, dévisse-moi la tête. Là, on enlève ma tête, on la pose à côté. Oh, quel bonheur. Donc, tu vois, je relâche un peu là. Oh, ma tête, elle est tellement lourde, c'est terrible. Ma tête, elle est pas lourde. Ma nuque, elle sait porter ma tête. Mais mon cerveau, il a dit, on sait pas. C'est très chiant. C'est vraiment... c'est très chiant. Il y aurait éventuellement des facteurs génétiques. Bon, c'est rien de sûr. Et des facteurs déclenchants comme un stress, un traumatisme ou une infection. Ça pourrait se déclencher. C'est-à-dire que peut-être que tu es porteur de la fibromyalgie et que ça se déclenche à cause d'autre chose. Comme beaucoup de maladies, comme les maladies auto-immunes, etc. Ça peut se déclencher. Mais ça, on n'est pas sûr. Ça pourrait être une perturbation hormonale, une anomalie au niveau des neurotransmetteurs impliqués dans la douleur et le sommeil, la sérotonine et la dopamine. C'est très très peu étudié encore, c'est une maladie qui est très récente, c'est une maladie qui existe depuis je crois 2013, quelque chose comme ça, je crois qu'on n'a pas entendu parler du nom fibromyalgie avant, je vais faire des recherches. Bon là je vois que la fibromyalgie a été reconnue par l'OMS en 1992, c'est quand même récent, je pensais que c'était plus récent que ça, après peut-être qu'en France il y a eu d'autres trucs, enfin je sais pas.
Et juste comme ça, pour la culture générale, je viens de faire la recherche. L'étymologie du mot fibromyalgie, ça vient de trois éléments: fibro, qui fait référence aux tissus fibreux, donc les tendons et les ligaments; myo, qui fait référence aux muscles; et algie, qui signifie douleur. Donc littéralement, douleur des fibres, des muscles et des tendons. Et ben en fait non, c'est juste ton cerveau qui a décidé que t'aurais plus mal que les autres. Évidemment, il n'existe pas de traitement. Tu ne peux pas guérir, il n'y a pas de traitement curatif pour soigner la fibromyalgie. Tout ce que tu peux faire, c'est une prise en charge pluridisciplinaire pour améliorer la qualité de vie. C'est ça que vont te conseiller les médecins quand ils te disent d'aller en centre antidouleur. Il y a des médicaments qui peuvent faire effet, des antalgiques, mais ça, non, ça fait pas effet. Des antidépresseurs. J'ai essayé, moi, les antidépresseurs pour la fibromyalgie. À faible dose, moi, j'ai pris quoi? J'ai pris du... Je sais plus, j'ai oublié le nom. Du Brintellix et autre chose. Les gouttes, là, c'était horrible. J'ai pris 2 antidépresseurs. Je dormais tout le temps. J'ai passé un été à dormir. J'ai fini par arrêter les médicaments parce que... Alors, j'avais plus mal, hein, mais je dormais. Ça sert à quoi de plus avoir mal si t'es réveillé que 4 heures par jour? Ça ne sert à rien. On propose aussi les antiépileptiques. J'ai pris de la gabapentine, c'est un des premiers traitements qui m'a été prescrit. La gabapentine qui agit sur la modulation de la douleur. Ça n'a pas été efficace, à part me donner des migraines. Vraiment, j'avais mal à la tête non-stop pendant 3 mois. C'est pas efficace. Et des myorelaxants pour détendre les muscles. Moi, ça, on m'a jamais proposé ça, mais moi, j'ai pas de douleur musculaire, entre guillemets. J'ai pas de... Ouais, chez moi, ça se représente vraiment pas par les muscles. Euh, Moi, ce que je fais, et ce qui est le plus efficace, c'est vraiment les approches non médicamenteuses, donc déjà l'activité physique adaptée. Euh, c'est très important pour éviter le déconditionnement, même si c'est très difficile au début. Quand t'as mal, la douleur t'empêche de faire du sport, mais en fait, si tu fais pas de sport, tes muscles vont s'atrophier, tu vas perdre en... Comment ça s'appelle? Tu vas perdre en souplesse, et en fait tu vas avoir encore plus de raideur, encore plus de douleur à porter ton corps, parce que si tes muscles sont pas efficaces, c'est compliqué. Moi je remarque que depuis que je fais de la muscu, j'ai quand même un peu moins mal. Depuis que je fais des étirements, j'ai quand même un peu moins mal, parce que mon hygiène de vie maintenant elle est adaptée à mes douleurs. Ça a été très dur au début, les courbatures étaient extrêmement douloureuses, certains exercices étaient extrêmement douloureux, mais je remarque que globalement, depuis que j'ai pu reprendre le sport, ça fait du bien. Ça fait quand même du bien. Et ça, je l'avais remarqué à l'époque où je travaillais. Quand je courais partout parce que je bossais, ça allait mieux que quand j'étais en vacances ou quand on était en confinement et que je pouvais plus courir partout. À savoir que moi, j'ai fait de la muscu jusque mes 17-18 ans. Et après ça, mon médecin m'a dit qu'il fallait que j'arrête d'en faire, parce qu'on savait pas ce que j'avais, on savait juste que j'avais des douleurs, et on me disait que la muscu c'était trop violent pour mes articulations. Donc j'ai arrêté de faire de la muscu pendant très longtemps, parce qu'on m'avait dit que c'était trop dangereux pour mes articulations vu que j'avais mal. Et en fait, quand on a vu que j'avais aucune atteinte articulaire, on m'a dit c'est bon, tu peux reprendre la muscu. Ensuite, il y a les thérapies cognitivo-comportementales, TCC, pour mieux gérer la douleur, l'anxiété et adapter le quotidien. Alors ça, je sais pas, j'ai jamais testé. Kinésithérapie douce, étirement, massage léger. Donc ça, j'en ai fait pendant un temps. Faudrait que je reprenne. Mais faut que je trouve une meilleure kiné, parce que ma dernière kiné, elle m'a saoulée. C'était efficace, franchement, la kiné, ça faisait du bien de ouf. Ça faisait vraiment du bien, la kiné. Les petits massages, les petits étirements, savoir quoi faire, pour quelle douleur et tout. C'était vraiment efficace. La balnéothérapie, les soins dans l'eau soulagent souvent. Ça, moi, on me le propose souvent, on me le demande souvent, notamment en été, quand je suis dans la piscine. On me dit, est-ce que ça fait du bien à tes douleurs? Non, la piscine, ça fait pas du bien à mes douleurs. Faut savoir que l'autre jour, j'ai été à la piscine, j'ai nagé 1000 mètres. Je me suis fait mal au genou. Alors, je ne me suis pas fait mal au genou, hein. Mais mon corps a décidé qu'il aurait mal au genou. Et depuis, j'ai mal au genou. Voilà, donc nager, ça m'a fait mal au genou. J'en dirai pas plus. J'avais mal à la main aussi. Bref, nager, ça me fait mal. C'est pas logique. Vraiment, t'as mal partout. On te dit fais de la natation. Ça me fait mal. Ça me fait plus mal que la muscu. Ça m'énerve, je vous jure, ça m'énerve. J'ai envie de prendre mon corps entre quatre yeux et de lui foutre des baffes là. Ça m'énerve quand il fait ça. Après voilà, relaxation, méditation, sophrologie, yoga, alimentation anti-inflammatoire, blablabla, blablabla, blablabla. Ça, c'est comme pour le SOPK, c'est comme pour plein de trucs. On va te dire qu'il faut que t'aies une meilleure hygiène de vie, que machin, que truc. Moi, j'ai essayé l'alimentation anti-inflammatoire, ça m'a juste cassé les couilles et rajouté une charge mentale. Euh... Peut-être qu'il y a des gens à qui ça va faire du bien de méditer et compagnie. Bah moi, quand j'ai mal partout, j'ai pas envie de méditer. Euh...
Après, effectivement, être bien dans sa peau, être bien dans sa tête, être bien dans sa vie, ça va mieux. Moi, je le vois, hein, depuis qu'on a déménagé, que je suis beaucoup moins loin des angoisses, que je suis moins emmerdée par X ou Y personnes, par des copines un peu toxiques, depuis que je suis moins stressée, que je prends soin de moi, que je vais au sport, que je m'écoute, c'est vrai que ça va mieux. Après, ça n'empêche pas. C'est pas parce que tu vas manger des graines de chia, faire 1 heure de yoga par jour, être hyper zen, que la maladie elle va disparaître. C'est pas vrai. Mais effectivement, être en paix avec soi-même, ça fait du bien parce que le stress, c'est un facteur aggravant pour les douleurs et pour la fatigue, etc. Donc tu peux limiter un peu la casse, mais c'est pas en mangeant des brocolis à l'air fryer tous les matins ou en faisant des jeûnes hydriques de 3 semaines que tu vas soigner ta fibromyalgie. L'important c'est de s'écouter. Vraiment, écoutez-vous. Je pense qu'il n'y a rien de mieux. Euh, Bah voilà, les impacts sur le corps et la vie quotidienne, c'est vraiment des impacts physiques, des douleurs permanentes, un épuisement, des raideurs matinales, des limitations sur certaines activités. Moi, je sais qu'il y a certaines choses que je peux pas faire. Je peux marcher 10 kilomètres, mais toute seule, pas avec quelqu'un. Et parce que sinon je deviens un boulet. Et il y a toujours cette question d'ego et de honte, hein, clairement, de pas être capable de faire quelque chose. Quand je vais à la salle, j'en parlais, je sais plus si c'est dans un épisode de podcast que j'en parlais, euh, c'est quelque chose de solitaire. C'est-à-dire que si j'arrive pas, bah c'est pas grave, ça concerne que moi. Et d'ailleurs, là, tu vois, ça fait 2 semaines que j'ai pas été à la salle, j'ai la flemme, j'ai pas envie, je le sens pas, je sais pas, je suis pas d'humeur, j'ai pas l'énergie pour, bah j'y vais pas, c'est pas grave. Ça n'impacte personne. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme quand tu fais un sport où tu vas aller courir avec quelqu'un, où tu vas aller marcher avec quelqu'un. La personne, elle compte sur toi. Tu peux pas vraiment être à ton rythme comme tu voudrais, tu vois. Là, je suis à mon rythme comme je veux, donc c'est important. Mais effectivement, ça me limite sur certaines activités. Psychologiquement, c'est difficile, hein, ça provoque de l'anxiété, des dépressions, des sentiments d'incompréhension et un isolement social. Forcément, quand tu peux pas faire les mêmes activités que les autres, quand tu peux pas t'intégrer à un groupe, ça peut provoquer de l'isolement, bien sûr. Moi, comme dit, j'ai pas de problème de dépression, parce que je crois que j'ai jamais eu de dépression. J'ai plus de problème d'anxiété, je suis plus du tout anxieuse, je suis plus du tout stressée. Mais effectivement, c'est un tout. Là, tu vois, quand j'en parle, mon corps il m'énerve, il m'agace, donc ça me met une mauvaise humeur, donc ça m'énerve. Et du coup, je suis en colère. Et quand t'es en colère, t'as pas les mêmes interactions avec les autres que quand t'es heureux, tu vois. Euh, pour le travail, c'est compliqué aussi parce que forcément, ça peut mener à de l'absentéisme, à une invalidité partielle ou totale, à une difficulté à faire reconnaître la maladie. Moi, ça a été un soulagement énorme quand j'ai obtenu la RQTH parce que c'est des professionnels dont c'est le travail qui m'ont dit ok c'est bon toi t'es handicapé t'as besoin d'aide pour le travail. Ça fait du bien tu vois. Je sais que je peux chercher un temps partiel, que je peux demander des aménagements s'il y a besoin, que mon patron ou ma patronne en engageant une personne handicapée bah, elle sait qu'elle engage une personne handicapée, tu vois ce que je veux dire. Il y a une reconnaissance. Personne ne peut me regarder et me dire non toi t'es pas handicapé, bah si en fait je suis handicapée, je sais que je le suis et j'ai le droit à de l'aide, en fait, littéralement. La fibromyalgie, c'est souvent lié à d'autres symptômes comme donc la fatigue chronique, le syndrome de l'intestin irritable, l'endométriose, le SOPK, l'hypothyroïdie. Ça vient souvent en bande. Voilà. Ça vient souvent tous ensemble, sinon c'est pas drôle. C'est très rare d'avoir que la fibromyalgie. La fibromyalgie, ça a été très longtemps considéré comme une maladie psychosomatique. Donc, qui est littéralement, quand on te dit arrêtez d'y penser, c'est juste le stress, machin, on pensait que la fibromyalgie, c'était juste des personnes qui se sentaient pas bien dans leur tête, et du coup, ça ressortait sur le corps. Parce qu'attention, hein, une maladie psychosomatique, ça veut pas dire que t'inventes, mais ça veut dire que c'est littéralement juste psychologique, et que si ça va pas bien dans ta tête, ça va pas bien dans ton corps. Aujourd'hui, la fibromyalgie, c'est reconnu par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, mais ça reste très peu pris au sérieux et très mal pris au sérieux par certains professionnels de santé. Ça génère forcément des débats sur la douleur invisible, la fatigue chronique, le handicap invisible, la place des femmes dans la médecine. Encore une fois, je suis désolée, je suis obligée de le dire, mais on revient au féminisme, parce que si la fibromyalgie était une maladie qui touchait principalement les hommes, tout comme le SOPK ou l'endométriose, eh ben on n'en serait pas là. On aurait une maladie qui est bien plus reconnue, on aurait peut-être déjà des traitements, on aurait peut-être des jours de congé exprès. Ça ne serait pas traité pareil si les hommes étaient plus touchés que les femmes par ce genre de maladie, malheureusement.
C'est une vraie maladie qui est reconnue par l'OMS, le diagnostic est difficile et long, il n'y a pas de traitement miracle, c'est une pathologie invisible, donc très souvent incomprise, et il est crucial de sensibiliser sur la douleur chronique et la charge mentale liée à cette maladie. On n'en parle pas assez, mais il y a une charge mentale énorme chez les personnes handicapées et malades chroniques parce que tu dois penser toujours, tu dois toujours avoir une longueur d'avance, tu dois prévoir, il n'y a pas de place pour l'imprévu, tu vois. Toujours ça turbine, tu vois. Moi, ce soir, je dois aller à l'impro, mais en même temps, j'ai passé la matinée à être fatiguée, à être mal. Est-ce que ce soir, je vais y aller? Est-ce que je vais être de bonne compagnie? Est-ce que je vais m'en sentir capable? Ou pas? Est-ce que ce serait pas mieux de rester à la maison et de se reposer? Mais en même temps, est-ce que ça me ferait pas du bien? Et puis, il faut que j'aille à la pharmacie parce que là, il me reste plus qu'une semaine de traitement. Et puis, il faut que j'aille promener les chiens, mais attention, parce que là, je sens que j'ai mal là, donc il faut que j'aille promener les chiens plutôt comme ci, comme ça. Le ménage, je l'ai fait hier, de toute façon, aujourd'hui, je suis pas capable de le faire. Et puis, il faut que je demande de l'aide, et puis machin, et puis truc. T'es jamais. Moi, je suis obligée de réfléchir à quand est-ce que je vais dormir, quand est-ce que je fais ma sieste pour être sûre de pouvoir me réveiller à temps et d'être en forme, parce que quand je me réveille, je prends du temps avant d'être réveillée. Donc, quand est-ce qu'il faut que je mette le réveil, quand est-ce qu'il faut que je m'endorme, à quelle heure il faut que je mange pour être sûre que j'aurai digéré, pour machin, pour truc, pour bidule. Et en plus, t'as le- les gens qui te jugent, qui te prennent pas au sérieux, qui te font des réflexions. Donc effectivement, il y a beaucoup de charge mentale hein, quand t'es une personne handicapée, notamment je pense quand t'es une personne à mobilité réduite. Est-ce que à cet endroit-là, je vais pouvoir y accéder? Tu vois, samedi, j'ai un concert. Samedi, j'ai un concert. J'ai envie d'y aller tôt parce que j'ai envie d'être devant, mais en même temps, en ce moment, je suis en train de prendre un traitement pour provoquer mes règles. Je le finis aujourd'hui, donc demain, je vais être dans le mal. Demain soir, c'est le concert. Il y a 40 minutes de route, voire une heure. Va falloir attendre debout devant la salle. Et puis je sais pas s'il y aura des places assises. Je sais que c'est un placement libre, mais est-ce qu'il y a que la fosse ou est-ce qu'il y a des places assises? Est-ce que s'il y a des places assises, je vais être bien installée? Est-ce qu'on part en avance ou pas? Est-ce que je devrais prendre à manger? Est-ce que machin? Est-ce que truc? Et bidule? Et est-ce que je devrais dormir toute la journée avant d'y aller? Tout le temps, tu peux pas faire les choses sur un coup de tête, tu dois tout penser. Est-ce que ça c'est accessible? Est-ce que je peux y aller en métro? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de montées? Est-ce qu'il y a trop d'escaliers? Est-ce que ça va être fatigant? Est-ce que je vais pouvoir faire une sieste à cet endroit-là? Est-ce que je vais pouvoir aller aux toilettes à cet endroit-là? T'es obligé de tout prévoir tout le temps, il n'y a pas de place à l'imprévu, t'es obligé de penser, de réfléchir, d'envisager le pire, le meilleur, c'est très compliqué. C'est très compliqué, la fibromyalgie, c'est très peu connu, c'est très peu documenté. Et comme il y a autant de malades qu'il y a de fibromyalgie, il y a une espèce de fucking chasse aux sorcières de con, et je vais finir là-dessus, parce qu'on parle de Morgan Makeup, et il y a une putain de chasse aux sorcières à la noix avec des femmes qui ont décrété qu'elles avaient une vraie fibromyalgie, qu'elles étaient en fauteuil roulant et qu'elles n'étaient pas capables de danser, alors c'est pas possible qu'elle a la fibromyalgie, nanani nanana. Je suis pas là pour dire que Morgan Makeup elle ment ou pas, je m'en fous, c'est pas le sujet. Mais moi j'ai la fibromyalgie et pourtant je suis capable de danser. Je suis capable de faire du sport, des fois je suis capable de marcher 10 km, des fois je suis même capable de, je sais pas, de faire plein de trucs. Et en fait, il faut pas que vous oubliez que sur internet, ce que vous voyez, c'est quand ça va. Moi, je vous fais pas des TikTok quand je suis sur le canapé pendant 8 heures à rien faire. Parce que j'arrive même pas à me lever pour aller manger. Parce que j'ai pas envie, là, il est 14 heures, faire à manger, c'est trop dur, je vais pas faire à manger. On vous montre pas ça, parce que ce serait pas intéressant en fait. On vous montre pas quand on dort, on vous montre pas quand on a mal, parce que je vais pas faire des TikTok de moi en train de pleurer à chaque fois que j'ai mal, parce que ça va faire chier tout le monde. Morgan Makeup, qu'elle ait une fibromyalgie ou non, elle fait pas ça non plus. Donc forcément, et si elle le fait, le problème c'est que si on le fait, moi je le vois bien, hein, des fois j'essaye de faire des vidéos pour montrer ce que c'est que la réalité de la maladie, sauf que si 2 jours après j'ai l'audace de faire une vidéo où ça va, bah je me fais incendier, j'en prends plein la gueule. Ah bah je croyais qu'elle était malade, ah bah elle est vachement handicapée, ah bah machin. Arrêtez votre chasse aux sorcières. Vous ne pouvez pas savoir, vous, en voyant quelqu'un sur internet ou même en voyant quelqu'un dans la rue, s'il est handicapé ou s'il est malade chronique. C'est impossible. Donc juste, arrêtez. Fermez votre gueule, n'y pensez pas, n'en parlez pas, ça vous regarde pas, ça vous concerne pas. Que la personne soit handicapée ou non, de toute façon, ça va pas changer votre vie, ça va pas vous faire un deuxième trou de balle. Les maladies invisibles, les maladies chroniques, les handicaps invisibles, c'est invisible, c'est dans le mot. Donc si c'est invisible, toi non plus t'es pas capable de le voir. Et c'est pas parce que tata Michel, elle a besoin d'aide pour prendre sa douche et pour s'habiller parce qu'elle a telle maladie, que moi, j'ai pas la même maladie alors que je suis capable de prendre ma douche toute seule. Faut bien que vous vous en rendiez compte. Donc les chasses aux sorcières en mode elle c'est une vraie malade, elle c'est une fausse malade, elle c'est une vraie malade, elle c'est une fausse malade. Vraiment, vous êtes le fléau de l'humanité, on vous déteste tous. Je le dis avec amour. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Bah écoutez, c'est déjà pas mal.
je vais retourner me reposer, moi, là-dessus. Je vous fais des bisous. Si t'as des questions, évidemment, n'hésite pas. Si t'as un message à m'envoyer, si t'as un commentaire à me faire sur ce podcast, n'hésite pas à me contacter en DM ou par mail. Mon adresse mail, c'est toujours contact.gabriel.miel@gmail.com. J'ai été très vite, comme si tu pouvais tout comprendre. C'est tout. Je sais jamais comment finir mes podcasts, c'est terrible. N'oublie pas de t'abonner sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, sur Snap, partout. Et je te fais des gros bisous. Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast et je te dis à bientôt.